Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous plutôt. Merci d'être venus. Déjà, je propose de commencer par un petit applaudissement pour l'équipe de Dev Montréal. Bravo. Très cool d'organiser ça. Deuxième fois que je participe ici, donc je suis très content. Et c'est un tout nouveau talk. Je le dry run avec vous, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais rester là toute la journée, donc si vous avez des questions, du feedback, si c'est nul, venez me voir à la fin et je vais pouvoir m'améliorer pour la prochaine fois. Ok. Petit point légal, ce n'est pas un talk sponsorisé par ma compagnie. Donc voilà, il fallait que je le dise avant. Qui utilise Node.js ici aujourd'hui? Tous les jours? Un peu, enfin, à votre travail? Ok. Qui utilise Python? Ok. Vu que j'ai vu un t-shirt de Rust, qui utilise Rust? Ah, même pas? Ok. Et qui utilise Java, des langages de programmation? Ok. Est-ce que vous connaissez le point commun entre tous ces langages? Il y a un petit indice dans le nom de la suite. Et c'est open source, tout est open source. Donc parfois on ne s'en rend pas compte, on utilise de l'open source toute la journée. Si vous utilisez Node.js à chaque fois que vous tapez une commande Node, et ben c'est open source. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être que ça serait bien d'essayer de vous convaincre, en tout cas peut-être que vous le faites déjà, mais participer à l'open source. On va voir pourquoi ça peut être bénéfique pour votre carrière ou pour même votre bien-être et le bien-être de la communauté. Donc ça va être un peu ça le but du talk, c'est de parler de comment se lancer dans l'open source et de présenter mon parcours, pas parce que c'est un exemple, mais parce que bah, c'est celui que je connais le mieux puisque c'est moi. Et on va voir tout ça ensemble. Premier point très important, il n'y a pas de tiret entre open et source. Donc ça, c'est vraiment s'il y a un seul truc à retenir de ce talk, c'est ça. Ni en français ni en anglais. Donc là, il y a la définition du Larousse, open source, et Oxford English Dictionary aussi, il n'y a pas de tiret. Donc il n'y a pas de norme, mais en anglais, on met un tiret. Non. Ça me permet aussi de donner la définition. Donc, c'est tout simple. Open source, c'est source est ouverte. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Parfois, il y a la confusion. Un logiciel open source n'est pas forcément gratuit. Il peut être gratuit, il peut ne pas être gratuit. Je pourrais rentrer dans les détails des licences, mais un, ça ne m'intéresse pas trop, et deux, j'y comprends rien. Donc, si vous voulez aller voir les licences, allez-y, mais pas dans ce talk. Donc, c'est ça. Donc, par exemple, là, il y a c'est pas très lisible, mais ça, c'est la source de Node.js. Donc, à chaque fois que vous importez le package CryptoJS et que vous faites de l'AES, par exemple, et ben, c'est ce magnifique code C++ qui s'exécute. Pourquoi c'est bien d'être open source, surtout pour la cryptographie? On peut vérifier ce qui se passe sous le capot. Donc, vous pouvez même le compiler depuis la source. Donc, si vous utilisez Node.js et que vous voulez vraiment être sûr que ce qui tourne sur votre ordinateur, c'est vraiment ce qui a été publié, ben, vous pouvez ne pas télécharger la source compilée et compiler ça vous-même. Mais à ce moment-là, il faut compiler GCC vous-même aussi pour être sûr. Voilà, la roue est longue, mais si vous voulez faire ça, c'est possible. Pourquoi se lancer dans l'open source? Est-ce qu'on a des idées ici? Pourquoi vous êtes venu dans ce talk? Pourquoi vous vous lancez dans l'open source? Est-ce que vous faites déjà ça? C'est quoi vos raisons un peu de contribuer à l'open source? Redonner, parfait, c'est mon premier point. Redonner à la communauté, virgule, vous êtes un utilisateur, donc vous profitez. Un bon point, ok. Ouais, explorer des idées, apprendre avec souvent des experts. Si on contribue par exemple à Node.js, les gens qui contribuent, qui sont dans le corps contributeur de Node.js, big brain. Donc en général, on apprend pas mal, on soumet quelque chose. Oui. Ouais. Ouais. Ok. Ah, ça j'aime bien. C'est un point également que j'avais noté, donc ça c'est parfait. En général, quand on utilise un framework, on est là, je vais overrider ça, je vais surcharger cette fonctionnalité parce que la façon dont le framework est fait, ça ne me va pas. Si vous faites ça, deux choix. Soit vous faites un truc vraiment hyper custom et peut-être que ce n'est pas une bonne idée, ou soit le framework ne supporte pas ça. Et comme tu l'as dit, peut-être qu'au lieu de le faire toi-même, faire un fork qui est juste pour toi, ça serait pas mal de se dire, finalement, la communauté va en bénéficier et tu redonnes à la communauté et du coup, tout le monde peut utiliser ça dans la branche main du projet. Donc, ça, c'est un très bel exemple aussi. Un autre exemple peut-être? Yes. Ajouter une ligne au CV, exactement. Donc, augmenter son employabilité. Tout ce qui est sur GitHub, donc on va revenir un petit peu sur GitHub après, mais c'est lié à votre personne, donc à votre identité. Quand vous voulez postuler à un job, si vous avez une track of record, mais
une traçabilité de tout ce que vous avez fait dans l'open source depuis 5 ans, depuis 10 ans, mais ça vaut tous les entretiens techniques du monde. Les gens vous connaissent par votre nom, peut-être par votre pseudo GitHub. Si vous êtes un core contributeur de Node et que vous voulez chercher un job dans Node.js, vous me semblez pas mal qualifié. Donc, exactement, mettre une ligne à son CV. Yes? Ouais. Par exemple, on travaille tous dans des entreprises où parfois on est dans un microcosme. Ouais. Effectivement, une façon de faire vraiment spécifique. Ouais. Puis, le fait de faire l'open source, ça permet de se challenger. Exact. Et d'avoir un retour direct, parfois, des clients, entre guillemets, ouais. de la communauté. Puis, l'avantage, c'est qu'en général, il est vraiment fait. On a un retour vraiment honnête sur ce qu'on fait. Exactement. Mais ça, c'est un très bon point. Par exemple, je peux prendre mon expérience, mais j'ai travaillé 4 ans à la Banque nationale sur des technologies plus ou moins propriétaires, peut-être open source, mais en tout cas, personne ne sait ce que j'ai fait là-bas. Je peux le dire ce que j'ai fait en entretien, mais pour vérifier ça, c'est compliqué. Donc, ça, c'est un peu le côté négatif parfois de travailler dans les compagnies dont le code source est fermé. Tu peux être un génie dans ton entreprise. Je dis pas que je suis un génie, mais tu peux faire un truc excellent dans ta compagnie, mais si c'est pas public, le recruteur ou la recruteuse va juste se dire, OK, ça va être dur pour moi d'évaluer ça. Donc, en effet, si tu as un projet sur le côté, si tu fais de l'open source, forcément, ça va pouvoir aider votre employabilité. OK, yes. Recevoir les t-shirts de l'Octoberfest. Ça, c'est pas mal aussi. Donc, très bon point qui n'était pas dans mes slides. Donc, merci. En octobre, qui vient de se terminer, la majorité des projets sur GitHub qui sont open source, les gros projets, participent à ce qu'on appelle l'Octoberfest. Et donc, si vous allez dans les issues, donc je vais revenir un petit peu sur le vocabulaire après, mais si vous allez dans les choses à faire sur le projet, il y a un label, donc une étiquette sur les issues, sur les problèmes qui sont tagués Oktoberfest. Donc, si vous contribuez à ça, ça vous fait un système de points, c'est un petit jeu, et à partir d'un certain nombre de points, vous recevez un t-shirt. Et c'est cool, c'est un premier pied dans l'open source. Les contributeurs savent que peut-être c'est votre première contribution, donc tout le monde est bienveillant en open source. C'est ce que je prône. Exactement. Vous pouvez, si vous avez un projet open source, c'est pas mal d'ajouter ça. Ah justement, on va venir. Exact. Sinon, j'avais aussi noté, qu'est-ce que j'avais noté? Influencer la roadmap d'un produit. Donc ça, c'est hyper important. Par exemple, donc, mon ancien employeur, c'est Datadog. Datadog, donc c'est une compagnie qui fait du monitoring. Donc, par exemple, ils veulent récupérer des métriques sur l'utilisation de Node.js. Node.js était avant 3 ans, il y a 3 ans, n'était pas super c'était pas super pratique de récupérer des métriques sur l'utilisation de Node.js. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, j'ai pas du tout participé à ça. C'est quelqu'un qui s'est mis dans le user group de Node et qui a proposé le diagnostic channel. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le technique, mais il a proposé un projet pour Node et il se dit, tous les événements qui se passent quand je charge un paquet, quand j'envoie une métrique, etc., je vais tout mettre ça dans un bus événementiel dans le cœur de Node.js. Ça a été approuvé et c'est une des features, killer features de Node.js. Donc, en fait, ça part d'un besoin d'une compagnie, ça va dans Node.js pour la communauté et Datadog est trop content parce qu'au lieu de demander à chaque client d'installer une petite librairie ou quoi, c'est built-in dans le framework. Et ça, non seulement c'est incroyable pour la compagnie, pour le projet open source et surtout pour la personne qui crée ça. Parce que qu'il soit affilié à Datadog ou pas, son nom maintenant, il est quand même hyper connu dans la communauté Node.js. Il a créé une feature de malade dans Node.js. Donc, comme tu disais tout à l'heure, ça, Sébastien, ça rajoute une sacrée ligne dans le CV. Donc, voilà. Et en dernier, avoir du fun aussi, c'est toujours bien de découvrir des nouvelles choses, etc. OK, un peu de vocabulaire. On va aller sur GitHub, sur Node. Donc là, on est sur Node.js. Oui. Donc, ça, c'est GitHub. J'imagine que vous connaissez, mais juste pour être sûr que quand je vais utiliser les termes, tout le monde est OK avec ça. Donc là, on a le code source de Node, le README. Donc, c'est un fichier standard que GitHub utilise et que la communauté open source utilise pour décrire le projet. C'est un fichier Markdown qui s'affiche de façon plus ou moins jolie ici. Les 2-3 choses importantes, c'est issues ici. Donc là, 1700, c'est toutes les demandes de correction de bugs. Donc, j'utilise Node, j'ai l'impression qu'il y a un bug. Donc, il y a 2 types de bugs. Il y a soit le bug, ça vient de vous parce que vous n'avez pas lu le README, ou soit il y a vraiment un bug de performance ou un bug de… Là, le premier, ça a été ouvert il y a 4 heures. Segmentation faults, ça semble légitime.
Donc là, si vous voulez contribuer à l'open source, vous pouvez regarder l'issue, etc. Vous pouvez la commenter. Donc, il y a le nombre de commentaires ici. Donc, ça, c'est les issues. C'est vraiment le travail qu'il y a à faire. Et tout le monde peut ouvrir une issue. Le deuxième concept, c'est ce qu'on appelle pull request. C'est vraiment le fait d'envoyer du code à la communauté Node.js. Donc, si on ouvre, par exemple, celle-là, hop, au hasard. Donc, ça a été ouvert il y a 2 heures. Il y a une petite conversation. Il y a des bots qui répondent. Il y a quelqu'un qui review le code. Et donc, si on va dans les fichiers changés, donc voilà, ce qui est rouge, c'est ce qui a été supprimé. Ce qui est vert, c'est ce qui a été ajouté. Donc, c'est ce qu'on appelle une pull request. Je vais cloner le projet Node.js. Je vais modifier ce que j'ai à modifier et je vais renvoyer le code et quelqu'un va regarder ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une pull request. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est les stars. Donc, ça, c'est un peu comme les likes sur Instagram ou sur Facebook. C'est vraiment, j'adore ce projet, j'ai envie de mettre une star. S'il vous plaît, aujourd'hui, si vous utilisez un projet open source, pas maintenant, s'il vous plaît, ne sortez pas vos téléphones, mais juste après, allez sur github.com, allez sur votre projet favori et envoyez une petite étoile sur n'importe quel projet. Ça va faire plaisir aux contributeurs. Et c'est quand même assez important parce qu'il y a des histoires de sponsorship, etc. Plus le projet il y a d'étoiles, plus les gens vont se dire « Ah, ça a l'air d'être un projet sérieux ». Très important, les petites étoiles. Donc, le vocabulaire, on a vu. Contribuer, c'est pas forcément coder. Souvent, on dit oui, je veux contribuer à de l'open source. C'est pas forcément créer une issue, c'est pas forcément envoyer du code, etc. Par exemple, tu parlais de je change un caractère sur une documentation. Ça peut paraître petit, mais ça a quand même un effet positif sur la communauté. Donc, si on change la documentation, si on corrige un README, si on met une étoile sur un repo, si on promouvoit la techno, juste si vous allez dans un meet-up et que vous parlez de Node.js ou des bonnes pratiques, vous contribuez à la communauté open source. Donc, c'est vraiment global. Contribuer à open source, c'est pas être un core contributeur du noyau de Linux et de faire ça 8 heures par jour. Pas du tout. Ça, c'est une infime partie de la population. Mais les projets open source vivent parce que tout à chacun va faire une toute petite contribution. Et on est beaucoup d'humains, beaucoup de codeurs sur la Terre, de codeurs ou de documentationneurs, de likers de stars, etc. Donc, vraiment contribuer si vous voulez commencer. Vous n'êtes pas obligé de se dire il faut que j'apprenne le C++ et que je rentre dans les core features de Node.js. Pas du tout. OK. Ensuite. Ah oui, qui je suis. Pas très important, mais en gros, je travaille chez AWS, donc dans l'équipe Lambda Runtime. Et je travaille pas mal sur l'open source. Donc, quand vous créez une Lambda fonction, je ne sais pas si vous utilisez Lambda, mais vous pouvez choisir un runtime, donc Rust, qu'on vient d'annoncer la semaine dernière, Python, Node.js, Java, etc. Tout ça, c'est fait par notre team. Donc, l'open source, c'est vraiment très important. Et je suis aussi un core contributeur d'OpenTelemetry. Donc, il y a une conférence en même temps que moi. Vous ne pouvez pas y aller, quel dommage. Mais c'est super cool. Et je ne dis pas que j'ai de la légitimité, mais voilà, j'ai fait 501 pull requests en environ 10 ans. J'ai commencé en 2014. Ça ne fait pas de moi un expert, mais voilà, c'est à vous de juger si ce que je raconte, ça fait du sens ou pas. Mais voilà, c'est ça. Après, j'ai 8 petits commandements. Alors, commandement, ça fait un peu strict, mais 8 recommandations. Parfois, c'est un peu Captain Obvious, vous allez voir, mais c'est quand même important de le souligner. Quand vous contribuez à l'open source, la première chose, c'est soyez gentil. C'est comme dans une discussion dans la vraie vie, on ne commence pas par dire « Ah, super, je déteste sa casquette ». C'est un peu difficile, même si c'est vrai. Donc, je vois souvent plein d'issues. Je n'ai pas voulu mettre de screenshot parce qu'on n'est pas là pour tirer sur les gens, mais quand une issue commence par Node.js, c'est de la merde, c'est hyper lent, vous faites n'importe quoi, bon, ça va être dur d'avoir un feedback constructif. Donc, même si vous le pensez très fort, essayez d'être quand même sympa. Genre, j'ai remarqué que ici ça marche pas, voilà un reproducer. C'est comme une conversation dans la vraie vie. C'est pas parce que vous êtes caché derrière un pseudo qu'il faut être atroce. Si vous faites ça, personne ne va vous répondre. Et encore une fois, votre nom est associé à votre GitHub. Donc, si vous faites ça, bon, c'est votre réputation qui en pâtit. Deuxième, soyez informés. Quand vous voulez contribuer à un repo, ça serait bien de lire le README, ça serait bien de regarder les conventions de nommage, regarder est-ce qu'il y a du continuous integration. Si vous faites une pull request et qu'il n'y a rien qui fonctionne, vous faites perdre du temps à tout le monde, y compris à vous, y compris aux contributeurs. Et j'ai oublié de montrer ça tout à l'heure, mais dans les repos un peu sérieux, il y a un fichier Markdown qui s'appelle contributing.md, Markdown, et qui explique vraiment en newcomer, en nouvel arrivant dans un projet, qu'est-ce qu'il faut faire pour contribuer. Donc, c'est quand même pas mal de regarder ça.
Soyez connectés. Ça, c'est le troisième. Donc, ça, c'est un screenshot de Cloud Native Foundation, la CNCF. Et dedans, il y a donc Open Telemetry. Et là, on voit Lucas qui fait coucou, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce channel? J'ai ouvert une pull request il y a 2 semaines, mais personne ne me répond. Bah, ça, c'est un bon comportement. Plutôt que de pinguer 300 fois la personne sur GitHub, peut-être qu'elle n'a pas vu, rejoignez le Slack. C'est toujours plus sympa pour un contributeur de regarder une pull request de quelqu'un qui s'est présenté, qui est un petit peu actif dans la communauté, que quelqu'un qui sort de nulle part avec une PR de 300 lignes et qui fait s'il vous plaît, reviewez ça. Donc, c'est quand même important. Il y a souvent un Slack, un Discord, une mailing list. Donc, soyez un peu présent dans la communauté. Ça prend pas longtemps. On envoie un petit message et c'est quand même plus sympa. Quatrième, c'est soyez patient. Ça, c'est vraiment peut-être le plus important. Tout à l'heure, tu parlais d'une feature que toi, tu voulais qu'elle soit dans la roadmap. Bah, il faut comprendre que votre roadmap, c'est pas la roadmap du produit. Donc, sur certains gros projets, c'est parfois compliqué de faire accepter une feature. Il faut être patient et regarder aussi les anciennes pull requests, les anciennes issues. Est-ce que les gens répondent en 2 heures ou en 2 semaines? Si c'est 2 semaines, bah, c'est OK. La personne, peut-être qu'elle n'est pas payée pour faire ce projet, elle fait ça sur son temps libre. Donc, si la moyenne du temps de réponse sur les 5 ou 10 dernières issues, c'est 2 semaines, bah, pingez pas le contributeur au bout de 2 heures ou d'une journée. C'est pas ça qu'ils font. Donc, ça dépend vraiment de projet à projet. Node.js, on a vu, il y avait des commentaires déjà au bout de 4 heures. C'est une grosse équipe. Donc là, vous pouvez y aller sur des projets un peu plus confidentiels, on va dire. Mais c'est OK d'attendre 2 semaines. Donc, soyez patient. Ou patiente d'ailleurs. Soyez rigoureux aussi. Donc ça paraît encore une fois un peu simpliste, mais faites la revue de votre propre code. Quand vous allez soumettre du code, faites comme si un contributeur allait regarder votre pull request. Est-ce que le CI passe? Est-ce qu'il y a un test unitaire? C'est sûr qu'ils vont vous demander un test unitaire. S'il n'y a pas de test, ça ne sert à rien. Vous allez perdre du temps. Il y a des allers-retours avec les contributeurs. Ça ne sert à rien. Est-ce que vous avez fait je sais pas, une regex hyper compliquée? Ajoutez vous-même un commentaire. Vous pouvez ajouter des commentaires à vos propres pull requests. Donc, faites comme si un collègue à vous allait regarder ça. Ouais, cette ligne, je comprends rien, c'est compliqué. C'est sûr qu'il va vous poser une question dessus. Surtout que vous faites des petits changements, il y a 5 ou 10 lignes. S'il y a une ligne qui est un peu bizarre, c'est sûr qu'il va y avoir un commentaire, c'est-à-dire un back and forth de encore 2 semaines sur certains projets, pardon. Donc, plus le changement est petit, plus c'est clair, plus vite votre pull request va arriver. Le 6e, soyez humble. Je parle beaucoup de Node.js parce que bon, c'était mon exemple pour la conférence. Mais commencez petit. Est-ce qu'on a envie d'être un core maintainer de Node.js dès la première issue? Peut-être pas. Donc, allez sur des projets. Tu parlais de Hacktoberfest, c'est un parfait exemple. Et il y a surtout, en dehors de Hacktoberfest, il y a des labels. Donc, si vous voyez les issues, je vais pas te souhaiter. Si vous voyez ici, il y a souvent le label Good First Issue. Donc, c'est Good for Newcomers. En général, c'est des issues assez simples. On corrige la doc, on ajoute un test. Ça, c'est pas mal. Juste pour gagner un peu de script credibility, vous allez rentrer dans le projet en faisant OK des petites contributions. Et plus ça va, plus les gens vont vous faire confiance. Vous allez bâtir votre réputation et vous allez pouvoir augmenter un petit peu l'envergure de vos pull requests. Soyez réactifs aussi. C'est un peu bizarre ça, mais c'est OK pour vous d'attendre une semaine qu'un mainteneur vous réponde. Par contre, pour le mainteneur, c'est peut-être pas OK d'attendre une semaine que vous lui répondiez. C'est un peu bizarre, mais si vous voulez vraiment, c'est vous qui faites le changement, c'est vous qui voulez une nouvelle feature. Donc, activez les notifications GitHub, gérez les conflits. Évidemment, vous n'êtes pas tout seul à contribuer, donc c'est possible que le lundi, votre PR elle soit magnifique, aucun conflit. 2 heures après, il y a eu 15 pull requests qui ont été mergés. Votre fichier il est en conflit. Un maintainer qui arrive sur votre pull request, il voit des conflits, pas du tout envie de reviewer. Parce que vous allez devoir faire un merge, les commentaires vont être dépassés. Donc, il faut vraiment être super réactif et il faut accepter le jeu. Vous voulez une nouvelle fonctionnalité, c'est OK d'attendre 2 semaines qu'un maintainer vous réponde, mais quand il vous envoie un commentaire, essayez de répondre dans l'heure, dans la journée. Ça va montrer aussi que vous êtes intéressé. Et quand vous êtes réactif, c'est vraiment du début à la fin de la pull request. Si vous ne pouvez plus vous en occuper, c'est OK de dire finalement, je la ferme, désolé, j'ai plus le temps. Tout le monde est occupé, tout le monde est au courant. Mais si vous laissez une issue un peu ouverte, on ne sait pas trop est-ce qu'on doit la fermer ou pas, c'est un petit peu embêtant. Et aussi, soyez réactif une fois que votre feature a été mergée, donc a été mis dans
la branche principale de votre projet, ça ne veut pas dire qu'elle est disponible. Il faut une release. Donc, il faut demander à un contributeur, c'est quoi la cadence, quelle est la cadence de la release? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est toutes les semaines? Donc là, vous pouvez faire un petit peu de suivi sur les Slack channels. C'est pas la bonne slide, mais vous avez compris. Sur le Slack channel, quand est-ce que vous allez faire la release? Et enfin, le dernier, c'est soyez engagés. Donc, je parlais des pull requests qu'on ouvre et qui finalement ne sont jamais fermés. Il y a un concept qui s'appelle en anglais le cookie leaking. C'est vraiment l'idée, imaginez un plateau de cookies, vous êtes un enfant, vous prenez tous les cookies, vous les léchez un peu salement comme ça et vous remettez l'assiette, plus personne n'a envie de prendre un cookie. Donc ça, c'est vraiment un comportement qu'on voit souvent, surtout sur les nouveaux dans l'open source. Ils voient une issue, je vais contribuer à ça, je vais contribuer à ça, je vais contribuer à ça. Et une semaine après, il y a 3 commentaires sur la pull request, sur l'issue qui dit je vais m'en occuper, je vais m'en occuper. Du coup, quelqu'un de nouveau qui arrive, il voit ça, il fait ok, quelqu'un s'en occupe, mais ça fait 2 semaines, je vois aucun commit. Donc ça nous met dans un état qu'on ne veut pas. C'est soit tu t'en occupes, soit tu t'en occupes pas. Et si tu as dit que tu allais t'en occuper et que finalement tu n'as pas le temps, c'est tellement ok de répondre à son propre commentaire et dire finalement c'est trop compliqué pour moi et quelqu'un d'autre va le prendre. Donc c'est comme au poker, c'est pas parce qu'on a mis tous ses jetons qu'après qu'on peut plus reculer en arrière. C'est totalement ok de se dire finalement j'ai pas le temps, désolé. Tout le monde est occupé, tout le monde a un job à plein temps. C'est peut-être pas votre activité principale open source, donc les gens sont ok. Et encore une fois, c'est votre réputation qui est là. Si vous faites ça sur tous les projets, c'est pas cool. Donc voilà, ça c'était vraiment pour les 8 règles globales. Est-ce que quelqu'un a une autre règle? Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord? Est-ce que ça fait du sens? Je conseillerais d'appliquer ces règles aussi dans ton job de tous les jours. Il y a plein de ces règles qui sont aussi valables, même pas que dans l'open source. Exact, c'est vrai. Tout vrai. Ok, du coup, là c'était vraiment la partie un peu plus théorique. Et là, je vais parler un peu plus de mon parcours personnel, puisque le titre de la course, c'était Parcours d'un passionné. Donc, encore une fois, c'est vraiment, je ne dis pas que c'est l'exemple à suivre, je dis juste où est-ce que l'open source m'a amené aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que je suis dans une position incroyable, mais je trouve que c'est, en tout cas, moi, je suis content de ce que j'ai fait. Donc, c'est un peu pour vous montrer ce que j'ai fait. Vous allez voir qu'il y a des trucs un petit peu marrants. Donc, j'ai commencé en 2014. Est-ce qu'on voit assez? Ouais. Donc, 2014, je ne sais pas si vous connaissez PHP MyAdmin. C'est OK. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, MySQL, c'est un système de gestion de bases de données. Et l'outil principal, back in the day, pour visualiser vos bases de données, c'était PHP MyAdmin, une application en PHP comme son nom l'indique. Et il y a quelqu'un qui a ouvert une issue pour dire, donc c'est un peu technique, mais sur la UI, il y avait un petit bandeau à gauche avec la liste de vos bases de données. Et dans cette liste, il y avait la liste des tables. Et par défaut, tout était ouvert. Donc l'accordéon était ouvert. Et il y a quelqu'un qui avait, je sais pas, 50 bases de données, et dans chacune des bases de données, il y avait 50 tables. Du coup, quand il voulait cliquer sur une table, il passait 10 minutes à scroller. Et donc ça, l'issue, c'était, s'il vous plaît, faites en sorte qu'il y ait un petit bouton pour auto-collapse. C'est tout. Donc, c'est pas une feature killer feature, mais c'est encore disponible si jamais. Donc, 10 ans après, ma feature est toujours là. Donc, c'est un petit exemple pour vous dire, je pense que c'est… j'ai pas envie de cliquer dessus parce que… Ah bah oui, malheureusement, tu installes PHP. Et c'est là, 2014, je savais à peine coder, il n'y avait pas de test, l'APR, il y avait 36 fichiers modifiés. Donc là, c'est là que tu apprends assez difficilement. Bah non, je pense, je me rappelle plus combien il y a de commandes. Ah bah 4 ou ouais, 6. Bah, ça, c'est une fois qu'elle a été mergée, mais la première fois, les back-end force, il y avait plus de fichiers. Et ça, au final, si on regarde ici, 24 lignes changées, une ligne supprimée, donc un tout petit changement. Mais ça m'a un peu hypé. Je me suis dit, OK, il y a mon nom dans PHP MyAdmin, c'est quand même cool, je l'utilise. Donc, je me suis dit, OK, c'est super l'open source, je vais faire ça toute ma vie. Pas de nouvelles pull requests pendant 2 ans. Donc, je me suis dit, bon, en fait, OK, j'ai pas le temps, j'ai mon job, etc. Et après, donc, j'ai discuté avec le créateur de Devoxx. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quand même une grosse conférence en Belgique. Et il m'avait dit, si tu veux, on cherche quelqu'un pour faire une application mobile pour, un peu comme le site qu'on a aujourd'hui pour les conférences, faire une application mobile, OK. Et moi, je fais, ah ouais, super, je vais faire ça. Par contre, on n'a pas de budget, il faut faire ça tout seul. Je fais, OK, pas de souci. Je ne savais pas faire d'application mobile et je n'avais pas compris l'ampleur du truc. C'était énorme. Il m'avait prévu 6 mois à l'avance et genre 1 mois avant, l'appli ne fonctionnait pas du tout. Donc là, c'était atroce. J'avais mon job à plein temps, je codais la nuit. Il n'y a rien qui n'allait. Et donc le code là, donc 353 commits il y a 9 ans,
tout seul, pas de review, il n'y a rien. C'est pas du tout un bon exemple à suivre. Mais ça m'a mis une petite joie. Ça a quand même fonctionné à peu près. Il y avait des petits bugs, mais ça fonctionnait. Et c'est juste que quand tu te balades dans la conférence et que tu vois tout le monde sur son téléphone avec ton appli sur le téléphone, ça fait quelque chose quand même. Donc, j'étais en mode, ah, ok, c'est quand même cool de contribuer. Pas de cette façon-là, ne faites pas ça, mais c'était quand même cool. Donc, ça, c'était mon deuxième gros truc dans l'open source. Et ça m'a permis d'avoir un slot un peu gratuit à Devoxx Belgique. C'est comme une énorme conférence. J'ai appliqué depuis, je n'ai jamais eu de slot encore. Donc, voilà, c'était ça. Ensuite, en 2021, j'étais embauché donc chez Datadog et là, mon job, c'était vraiment que de l'open source. Et donc, pendant 3 ans, j'ai fermé 237 pull requests. C'était quand même un rythme assez intense, mais c'est là où j'ai vraiment appris à rencontrer des gens dans la communauté, comment faire des bonnes pull requests, parce que les gens qui sont chez Datadog, il y a toute une partie qui est extrêmement open source, donc c'est très, très encadré et c'est hyper cool. Donc, encore une fois, c'est OK de le faire sur votre temps libre, le week-end, etc. Si jamais vous trouvez un job qui vous permet de faire de l'open source à temps plein, c'est pas mal parce que du coup, j'avais envie d'arrêter. Enfin, d'ailleurs, j'ai arrêté de faire des projets sur le côté parce que j'avais l'impression que ce que je faisais durant ma journée, c'était ce que je voulais faire. En fait. Donc, si jamais ça vous intéresse l'open source, avoir un taf dans l'open source, c'est pas mal. Ensuite, en 2022, premier commit de Lambda Perf. Donc, je vais y revenir un petit peu, mais en gros, c'est un outil qui permet de faire un benchmark sur plusieurs runtime. Et au début, c'était vraiment pour moi. Et je me suis dit, oh, je vais quand même l'open sourcer. Et donc, j'ai ouvert ça en 2022. Et pendant 6 mois, aucune traction. Personne n'allait sur le site. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave. Moi, je suis content d'avoir fait ça, etc. Et un matin, je me réveille. Et donc, je suis sûr, à l'époque, c'était Twitter. Et je vois, mais je me rappelle plus du chiffre, mais genre 300 notifications. Quelqu'un m'avait mentionné et 300 likes ou des retweets dans tous les sens. Donc là, il était genre 8 h du matin, je regarde mon téléphone, je fais qu'est-ce que j'ai fait hier? Genre, qu'est-ce que c'est pas possible? Genre, personne ne fait ça. Et donc là, je vois que quelqu'un de très influent dans la sphère technique, c'est un gars qui a écrit Rust in Action. C'est un bouquin quand même assez connu sur Rust. Il m'a même droppé sur Twitter en mettant le lien de mon outil. Et là, mais un énorme pic de trafic. Et il y a tous les AWS Heroes, donc c'est une communauté spécifique de chez AWS qui promeut les bonnes pratiques de développement, etc., qui ont retweeté ça dans tous les sens. Et du coup, c'est devenu un peu l'outil référence pour le benchmark. Et donc, j'ai décidé de continuer. Donc maintenant, il y a 30 contributeurs. Je pense que Xavier, qui vient de partir, est un contributeur de Lambda Perf. Plus de 4000 commits. Alors, beaucoup, c'est juste des version bump, etc. Mais ça montre que si vous voulez qu'un projet vive, ça prend du temps. C'est environ 2 heures par semaine depuis maintenant 4 ans, 3 ans. Donc, ça prend du temps, mais voilà, un petit 500 stars plus, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, ça m'a permis de faire un talk à reInvent. Donc, reInvent, c'est quand même une grosse conférence annuelle chez Amazon. Et donc, j'ai appliqué, il y avait une track spéciale pour les outils, donc pas pour les employés. Et donc, j'ai été pris. Donc, c'est trop cool. Moi, ça m'a permis de faire vraiment un talk dans une grosse scène. J'avais le petit cœur qui battait très vite. Mais ça a permis de présenter un petit peu l'outil. J'ai eu des bons retours. Et c'est là où j'ai rencontré des personnes chez AWS. Et c'est en grosse partie grâce à ça que maintenant, je travaille chez eux. Et maintenant, donc, je travaille chez AWS dans la team Lambda. Et quand je suis arrivé, j'ai vu que rien n'était open source, alors que ce qu'on distribue, au final, c'est public. Si on veut chercher, on publie des images OCI. Si vous voulez regarder ce qu'il y a dedans, c'est possible. Donc oui, le code JavaScript est un peu obfusqué parce qu'on le minifie, etc. Mais je me suis dit, mais attends, mais pourquoi on ne montre pas aux clients exactement ce qu'on fait avec le runtime? Ça a pris du temps en interne, mais regardez, nouvelle page open source repository, tout est open source. Donc ça, c'est une petite victoire de me dire, OK, j'ai utilisé mon expérience chez Datadog où tout était open source. Ça permet aussi s'il y a un problème de performance, dans notre équipe, on est un certain nombre, mais la communauté, c'est immense. Donc, on n'a pas le temps de tout faire. Si quelqu'un arrive avec une belle pull request qui nous fait, je vous ai fait gagner 20 millisecondes, merci beaucoup. On n'avait pas le temps de le faire en interne. Donc, voilà. Donc, on arrive à la fin du talk. C'était vraiment, alors encore une fois, c'était pas pour me mettre en avant sur le parcours, etc. Mais c'est juste pour vous dire, l'open source, au bon endroit, au bon moment, si ça vous intéresse, etc. Il y a une réaction boule de neige qui peut être vraiment cool.
Alors, c'est peut-être pas le but de tout le monde de travailler chez AWS, évidemment, je comprends. Mais c'est juste que, en tout cas, moi, sans l'open source, c'est sûr que j'aurais jamais fini là-bas. Donc, voilà, je me dis, si vous voulez contribuer à l'open source et donner des talks ou avoir des projets comme ça, bah, c'est possible en tout cas. Donc voilà, j'ai fini un peu plus tôt que prévu, 10 minutes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.